Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Beautiful, Call Me By Your Name et Laurence Anyways. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, donc les goods, the bad and the ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une amie, une chroniqueuse, une journaliste, une agricultrice, une étudiante en soins infirmiers, une touche-à-tout, une boulimique de culture surtout, avant toute chose. C'est Émilie Pelletier-Grenier, allô? Hey, non, mais pour vrai, tiens, présenté de même, j'ai l'air d'être vraiment une bonne personne, hein? Ben, tu l'es! Ben, merci. Honnêtement, je suis vraiment contente. Puis ton chat et toi y êtes pour beaucoup, mais c'est vraiment une belle invitation. Ben, ça me fait plaisir. Donc, on peut t'entendre comme chroniqueuse à Jusqu'au bout sur Ici Première, anciennement Faites du bruit. Tu travailles entre autres pour Transistor Média en Outaouais, qui est la grande mecque du podcast de région, si je peux le dire Ouais. ainsi. On a pu t'entendre à quelques reprises à Plus on est fou, plus on lit. On peut te voir dans tes stories Instagram l'été en train de faire de l'agriculture. On peut te voir toujours à des endroits différents, j'ai l'impression. Les gens ont tendance à me demander où je suis, qui je suis, où vais-je, que fais-je, mais ce sont toutes des questions que moi aussi je me pose Hmm. souvent. Tu sais, moi non plus, je me suis pas tout le temps. Je suis dure à suivre, mais j'ai décidé, moi, Guilla, dans la vie, que je serais plurielle et que je ferais tout. Ma mère, elle m'a dit un jour, Émilie, les gens, ils changent de carrière en moyenne 5 fois dans leur vie. Tu as le droit de tout faire. Je l'ai pris au pied de la lettre. C'est très bien dit. Oui, je suis d'accord avec ça. Vive ta mère. Je l'ai jamais Oui, rencontrée, hein? mais je l'aime. Ah, moi aussi, je l'aime assez, là. Je l'ai dit en ouverture, tu es une boulimique de culture. Ça vient d'où ton amour pour la culture, pour la découverte? Euh, Même comment le cinéma s'inscrit là-dedans? Ben, c'est drôle parce que je pense que ça me vient de ma mère. C'est-à-dire OK. que quand j'étais jeune, la télé prenait une grande, grande place dans notre vie, là. Nous, on était des vrais télévores, mais on se sentait tout le temps coupable, je pense, parce que quand venait le temps de parler de consommation de télé dans les ménages québécois, on disait aux gens, ben, prenez le souper pour vous faire un petit moment en famille, éloignez-vous des écrans. Puis de plus en plus, aujourd'hui, c'est une phrase qu'on entend parce qu'il faut éloigner les enfants Ouais. de tous écrans, là. Mais pour nous, c'était comme un moment de communion, la télé. Mhm. De souper ensemble, ma mère et moi, d'avoir des rendez-vous à la télévision chaque semaine, voire chaque jour, c'était un plaisir. Puis, je consommais énormément, énormément de télé, mais ça a été aussi une porte d'entrée vers la culture franco-canadienne. Mhm. Puis moi, je pense que ça a été l'étincelle de consommer beaucoup, beaucoup de télé quand j'étais jeune. Ouais. Puis ma mère est aussi une grande curieuse. Elle se décrit pas comme une intellectuelle. Puis je pense que c'est vrai que c'est pas comme une intellectuelle, mais c'est une curieuse. Du haut de ses 72 ans, elle se tient encore euh, à jour sur ce qui se fait dans le hip-hop, par exemple. Ah ouais. Elle connaît Dead Obies, elle connaît Gorillaz, elle connaît tout ça. Puis pour moi, c'est un exemple de vraie curiosité, là. Mhm. Avide. Wow. Je pense que ça vient C'était- de là. Oui, puis ben, en fait, c'était dans la suite de ma question, parce que j'allais dire que tu es une des personnes les plus curieuses que je connais du point de vue artistique. Puis j'allais te demander d'où ça vient, mais tu y as répondu par toi-même. Donc, vous regardiez beaucoup de télé. Quel film tu regardais quand tu étais petite? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué genre, à l'enfance, à l'adolescence? Euh, hmm, Je pense que mes films d'enfance, ce serait L'étrange Noël de Monsieur Jack Mhm. de Tim Burton. Pourquoi? Fouille-moi, je ne sais pas. Mais le cinéma, c'était pas comme un culte chez nous. C'était OK. vraiment la télé.
Puis d'ailleurs, ça n'a pas été sans m'angoisser, cette invitation-là, parce que je pense que c'est le médium que je maîtrise le moins. Je consomme beaucoup de cinéma, mais pas le cinéma. Je ne connais pas les grands réalisateurs, puis je suis assez souvent larguée, moi, quand je suis en conversation avec des gens qui connaissent vraiment bien le cinéma. J'ai pas les références culturelles Je comprends. de base. Tu sais, j'ai pas regardé aucun film tu sais, de Kubrick, mettons, là. OK. Aucun. Tous les classiques, je ne les ai pas vus. Fait que ça manque encore à ma culture. Puis j'ai comme un sentiment d'infériorité quand vient le temps de parler de cinéma. Ah, mais c'est intéressant quand même comme position. C'est Fait intéressant, que, mais je peux dire d'emblée que le podcast On jase de films, c'est, je le décris souvent comme un podcast qui n'est pas spécifiquement aux cinéphiles. Tout le monde a vu dans sa vie 3 films qui les ont marqués, un film qu'ils ont détesté, puis tout le monde a son petit film qu'on aime regarder pour se faire plaisir. Donc, mm, euh, c'est pour moi. démocratique, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas, il y a aucun jugement dans les choix de personne. Si quelque chose t'a marqué, c'est pas toi qui as décidé que ça te marquait, c'est le film qui est entré dans ta vie. Autant, tu sais, ça aurait pu être de la musique, ça aurait pu être un podcast sur les toiles qui nous marquent dans notre vie pour ceux qui sont fans d'art visuel. Le cinéma est un peu un prétexte à des discussions plus larges et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines secondes. Mm. Donc, rentrons dans ta liste avec Beautiful, qui est un film de 2010 d'Alejandro González Iñárritu. Ça met en Ouais. vedette Javier Bardem, Luo Jin, Maricel Alvarez, Anna Bouchaïb et Guillermo Estrella. C'est quoi ce film-là, Beautiful? Ça parle de quoi? Ça parle d'un Ça parle d'un homme qu'on devine qui est un peu paumé, qui vit en Espagne ou en tout cas dans un pays d'Amérique latine ou qui est hispanophone quelque part dans le monde. Il est paumé. On comprend que on est dans un rapport spécial avec la spiritualité, mais tu sais, le personnage principal, c'est comme sa quête, c'est d'être un père Mhm, auprès d'enfants, séparé d'une mère qu'on comprend qu'elle est imparfaite puis qu'elle a des troubles de santé mentale. Puis ça, c'est genre la prémisse. Mais au travers de ça, on découvre un peu le combat d'un père qui veut réussir sa parentalité, mhm, mais qui est malade, puis qui veut qui veut s'assurer que ses enfants vont avoir une bonne vie parce que là, il est face à sa propre finalité, il va crever. Puis quand il va crever, qu'est-ce qui va advenir de ses enfants? Est-ce mhm. que cette mère-là, qui est très aimante, mais imparfaite, va être capable de subvenir aux besoins de ses enfants? Euh, Puis dit de même, tu sais, ça a l'air banal, mais je sais pas si c'est dans le traitement du réel, des images, du jeu. Je sais pas où dans l'équation ça fait que c'est un film magique, mais on a mis une petite couche d'ésotérisme là-dessus. Ouais. Tu sais, le personnage principal de Javier Bardem, il parle aux esprits. Tu sais, on est un peu dans l'au-delà, mais on est dans l'extrêmement simple aussi. Ouais, une espèce de réalisme magique tout le Ouais. long du film, là. Ouais. Puis on ne sait pas vraiment si. Tu sais, c'est pas un film fantastique, là. Mhm, C'est juste de la spiritualité. Mais ce qui m'a touchée, je pense, c'est la vérité là-dedans. mhm, Ils vivent pas dans des appartements incroyables. T'sais, on est dans la vie du quotidien d'un père qui essaye de joindre les deux bouts, qui par-dessus le marché est genre monoparental, son job, son sideline, c'est comme d'être un médium bas de gamme. Puis là, en plus, il est face à un cancer agressif, puis à l'impossibilité d'avoir une mère adéquate pour ses enfants. C'est incroyable comme film. mhm. Puis, quand tu as vu ce film-là, qu'est-ce qui a résonné en toi? Qu'est-ce qui est venu te chercher d'une histoire comme celle-là? Autant dans les personnages, est-ce que tu t'es reconnu dans ce qu'un des personnages de ce film-là pouvait vivre? Ben, dans leur cellule familiale, le fait qu'on arrive à trouver des moments de grande joie
mais d'une extrême simplicité, des moments forts d'amour familial, de tolérance, d'acceptation des limites de l'autre, d'être face à un individu qui, comme parent, a ses limites, mais qui demeure un parent hyper aimant. T'sais, tout le traitement des problèmes de santé mentale là-dedans, de la mère en question, j'ai trouvé ça d'une sensibilité extrême. Parce que on sent que le père, il veut garder contact avec cette femme-là, que ce soit sur le plan amoureux ou parental, c'est vraiment important. Puis de voir aussi comment les enfants réagissent à cette mère-là, je sais pas, c'est des petits moments là, de petits bonheurs du quotidien. Puis je pense que il y a plusieurs familles qui pourraient tout à fait se retrouver là-dedans. Sur un autre plan encore un peu personnel, mais ton propre rapport avec la spiritualité, la mort, tout ça, est-ce que c'est un thème dans le film qui vient de chercher? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent en toi, une forme de spiritualité? C'est drôle parce que moi, j'ai l'ésotérisme et la spiritualité d'une crevette. C'est-à-dire que j'aimerais tellement ça croire, là. J'envie les gens qui sont croyants. Mais moi, j'en suis incapable. Puis je pensais que ça allait me gosser, ça, le fait que ce soit un médium qui soit en contact avec l'au-delà, que le personnage principal soit genre un point de contact avec les gens qui sont décédés. Mais c'est traité de façon très sobre dans le film. Il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas de flashback, d'étoiles. On est vraiment dans quelque chose de sobre. Puis ça a été plus facile pour moi de le digérer, ça. Puis de l'apprécier. Puis je trouvais que ça ajoutait au personnage. Plutôt, c'était pas ridicule, là. Puis c'était pas cul non plus. Puis ça nourrit aussi toutes les quêtes spirituelles puis personnelles du personnage principal. C'est à la fois une chance qu'il a, mais il le vit aussi comme c'est genre avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Là. Oui, pour citer Mais le c'est un peu philosophe ça. Peter Parker. Oui, exactement. Spider-Man. Puis c'est pas facile pour lui d'avoir ce contact-là avec les gens qui sont décédés. C'est super aliénant. Puis en plus, il en fait un travail, puis il galère pour trouver de l'argent. Fait que, tu sais, c'est pas tout rose, là, ce rapport-là à l'au-delà. Mais moi, perso, j'ai juste trouvé ça beau. Okay. Parce que, comme je te dis, vu que je suis pas croyante, tu sais, c'est pas... ça m'évoque pas grand-chose, là, ça. Ouais. As-tu une scène qui te marque en particulier dans Beautiful? Ah, mais oui, tu sais, je l'ai vu des dizaines de fois, là. Puis dans le temps qu'avoir un DVD à la maison, c'était encore d'office, Oui. on avait le DVD. Fait que je l'écoutais souvent. Mais c'est plus comme la scène finale où le père est dans son appartement miteux avec ses enfants. Ils sont couchés tous les trois dans le lit. Puis on comprend que c'est son dernier souffle. Il décède carrément au courant de cette nuit-là. Puis dans la conversation qu'il a avec ses enfants, qui va être sa dernière conversation, on est comme un peu entre le rêve, la réalité. Puis c'est d'une grande beauté, là, comme scène de décès, là. Ouais, vraiment. Puis, t'as parlé un peu de ta mère au début, mais la famille, j'ai l'impression que chez toi, c'est quelque chose d'excessivement important. En tout cas, sur Instagram, encore là, dans tes stories, dans ce que tu partages, ta mère est un personnage dans ton univers de ce que tu veux bien montrer. Puis je trouve que vous avez l'air d'avoir vraiment une belle relation, comme la relation familiale qui est présentée dans le film, en fait. Oui, je pense qu'il y a des grands parallèles à faire. Tu sais, ma mère, c'est quand même quelqu'un dont une des valeurs principales est la tolérance, avec ce que ça a de bien puis ce que ça a de mal, mais elle est beaucoup dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. C'est pas... Et Jésus, presque, tu sais, dans sa façon d'accepter les autres. Ouais. Puis je trouve ça beau parce que... Tu sais, par exemple, quand on était plus jeune à Noël, ça devenait un grand moment de communion. Mes frères et moi, on avait le droit, même c'était souhaité qu'on invite des amis, quels qu'ils soient. Puis c'était hors de question qu'il y ait quelqu'un dans notre cercle
rapproché qui passe Noël tout seul, là, tu sais. C'était Ouais. comme l'accueil Bono du Noël, là, chez nous. Puis rapidement, les ex de mes frères ou les amis de mes frères ou les miens euh, sont marqués par ma mère, tu sais. Mm. Elle laisse une trace chez les gens. Fait que il y a de ça aussi, je pense, de parallèle à faire quand on est face à un personnage qui est à la fois tout simple, mais d'une grandeur, là, innommable, tu sais. Là, j'ai l'air de décrire comme une sainte, là, c'est pas ça, mais c'est qu'elle est grande dans sa simplicité. Ouais. Non, mais c'est qu'on en a souvent quand même parlé, puis je trouve ça, tu sais, je trouve ça beau la façon que tu en parles. Tu sais, à chaque fois qu'on est allé prendre un verre ou quoi que ce soit, toi puis moi, dans une ancienne vie où est-ce qu'on avait le droit Mhm. d'aller dans des restaurants puis des bars, euh, j'ai toujours été touché par la façon dont tu parlais de ta mère, puis en revoyant des images de Beautiful tantôt, de voir ce père-là qui est joué par Javier Bardem, j'avais l'impression que justement, il y a un lien qui se fait entre ces deux personnes-là, de quelqu'un qui élève une famille, de quelqu'un qui est proche proche de sa famille, puis qui est justement dans l'ouverture, l'acceptation. Puis je trouvais ça très touchant, en fait. Mm. Tu sais, quand tu m'as dit Beautiful, il y a comme des liens. En fait, tous tes Ah films, ouais, hein? plus je cherchais, j'étais comme, oh mon Dieu, mais il y a tellement de liens qui se dessinent que Hey, j'ai c'est l'impression tellement de te vrai, là. comprendre un peu mieux, en fait. Hey, mon Dieu, c'est une psychanalyse qu'on me fait là, mais t'as raison, ils sont tous liés, ces affaires-là, là. Puis on aura la chance d'élaborer là-dessus, mais aussi, je pense que le personnage de Javier Bardem, il ressemble à Ginette dans sa façon d'être, de- d'un peu tirer le diable par la queue, mais de Mhm. jamais le laisser paraître. Tu sais, ce père-là là, est déterminé à... il mange la poussière, mais il le Ouais. laisse pas savoir à ses enfants. Mhm. On n'est pas dans le mensonge, on est juste dans je suis un parent qui doit rassurer sa cellule familiale, mais qui intérieurement là, vit des vraiment grosses affaires. Puis je Mhm. pense que ça, c'est un autre parallèle aussi à faire avec ma mère, qui l'a vraiment pas eu facile à Ouais. plusieurs égards sur le plan familial, mais qui a toujours trouvé le moyen de juste s'en sortir sereinement. Ouais. On va passer à ton deuxième film, qui est Call Me By Your Name. C'est un film de Mm. 2017 de Luca Guadagnino, qui met en vedette Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Esther Garel et Armie Hammer à l'époque où il faisait des films et qui n'étaient pas étranges. Oh, Seigneur, ben oui. Oui, non, c'est ça. Anthropophage, maudit. Oui, c'est ça, ouais, des histoires étranges de cannibalisme là, qui sortent dernièrement autour Oh, de j'ai Armie pas aimé Hammer. ça. Ça m'a Non, troublé, non, ça. c'est ça. On- je- J'adresse le problème, mais on va quand même faire abstraction pour parler de la beauté qui est le film Call Me By Your Name. Je te pose la même question que je t'ai posée tantôt. Ça parle de quoi, Call Me By Your Name? C'est quoi ce film-là? Hmm. Ça parle d'un amour ben, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est vraiment l'amour qui est au centre de ce film-là. Mhm. Totalement. Même si c'est un film aussi à propos de la famille, c'est un film à propos des tribulations d'un jeune adolescent qui tente de faire sa place, c'est une quête identitaire. Mais au centre de ça, c'est vraiment une histoire d'amour impossible entre un jeune homme et un homme un petit peu plus vieux que lui. Euh, Impossible pour des raisons parce que tout les sépare déjà en Mhm. partant. L'âge, la culture, la géographie. Lui, c'est un Américain, puis Timothée Chalamet, c'est un jeune Européen. Mais c'est tout le traitement de comment ces deux hommes-là vont trouver le moyen de se retrouver, Mhm. puis de briser les conventions. L'amour secret aussi que les parents... euh, que les parents du jeune homme devinent parce qu'ils sont sensibles, parce qu'ils sont intelligents, tu sais, c'est deux Mhm. parents géniaux. Et lui aussi a une relation assez particulière avec ses parents, une relation privilégiée. Il est très proche d'eux. Mais là aussi, on est vraiment dans la beauté toute simple, là. Tu sais, Mhm. c'est pas les grands éclats, là. Ouais. C'est l'érotisation d'une pêche, moi, ce film-là. Tu sais, c'est comme on est dans les petites affaires, une couleur, un toucher, un regard, un mot, l'attente, le désir, c'est magnifique, là. Ouais. Il y a tellement de tensions sexuelles, amoureuses dans ce film-là, en tout point. Mhm.
Puis, encore là, on trouve le moyen de ne pas en faire quelque chose de kitsch du tout. Là. On n'est pas dans le cucu, là, Ouais. cucu la praline. Là. Ouais, le film se passe en 83, donc à une époque où l'homosexualité était 100 000 fois plus stigmatisée C'est ça. qu'aujourd'hui. Ouais. Puis la différence d'âge entre les deux est pas si grande, mais à l'âge qu'ils ont, c'est énorme. Le jeune qui est joué par Timothée Chalamet a 17 ans, le personnage joué par Armie Hammer a 24 ans, c'est 7 ans de différence, c'est Il y a rien. 24 ans? Il y a 24 ans, le personnage dans le film. Ben voyons donc, je pensais qu'il y avait comme 40 ans. Non, 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 ben j'ai lu tantôt, il y a 24, ce qui est Ah ben là, rien. Ce qui est rien, 7 ans, mais quand tu as 17 ans, 24 ans, c'est trop vieux, puis quelqu'un de 24 ans, quelqu'un de 17 ans, c'est un petit peu jeune, mais ça vaut rien, cette différence-là, je c'est trouve vrai que ça. c'est négligeable, hein, 7 ans. Mais Mhm, en tout cas, tu sais, il est impossible quand même l'amour parce que le personnage de Timothée est comme je disais, l'enquête identitaire, mais il découvre un peu malgré lui cette homosexualité-là. mhm. Il la découvre avec le personnage de Armie Hammer parce que il se doutait même pas lui-même qu'il pouvait ressentir cette Ouais, attirance-là. Puis moi, j'aime aussi comment on traite l'homosexualité, c'est-à-dire que il tombe en amour, en fait. ouais. C'est pas une quête de faire un coming out, d'être homosexuel à une époque où c'est stigmatisé, stigmatisé. Ça, c'est comme en filigrane. Mhm. On le sait parce qu'on le sait, mais c'est vraiment juste la découverte d'un amour qu'on se doutait pas qu'il pouvait exister. Tu sais. Ouais, 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 ouais. Puis c'est confrontant de tomber amoureux quand tu savais pas que tu allais. Personne ne sait quand tu vas tomber amoureux de quelqu'un ou qui que ce soit, mais tu te fais comme ah mon Dieu, en plus, j'avais pas prévu que ce soit avec lui, avec elle, avec n'importe qui, tu sais. Ouais. Je me demandais c'est quoi ton rapport à justement à la séduction, au désir, à l'amour, ça se manifeste comment chez toi? Moi, je pense que je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage-là parce que, bien malgré moi, jusqu'à tout récemment, puis je travaille encore là-dessus, j'avais un rapport très euh, victimaire là, tu sais, de l'amour. Je me mets beaucoup dans des situations où il va falloir que je cours après quelqu'un, Mhm. que je Quand, travaille fort. quand tu dis le personnage, on parle d'Elio qui a 17 ans ou d'Oliver qui a 24? Ah, Delio. OK. Ouais. Mais tu sais, lui, c'est probablement inconscient, mais moi, je me retrouvais dans cet amour impossible-là parce que j'ai eu tendance à chercher les situations, les relations amoureuses qui étaient impossibles, qui n'avaient pas Mhm. d'allure, ni sur papier, ni nulle part, tu sais. Ouais. Puis euh, de m'embourber là-dedans, tu sais, de ramer parce que plus c'était difficile, euh, plus la réussite allait être jouissive. C'est-à-dire que c'est comme si ma valeur, moi, comme partenaire, était directement proportionnelle à, à la difficulté que je pouvais avoir. Plus c'est difficile, plus ma valeur est grande si on Mhm. réussit à avoir la personne en question. Ce qui n'est pas un pattern très simple, mais tu sais, Oui, ça effectivement. me coûte 115$ l'achat de 50 minutes avec une psychothérapeute, puis on travaille là-dessus. Bon, Tu sais. ça se règle. Mais on n'est pas non plus, dans ce film-là, on n'est pas on fait pas l'apologie non plus là, des amours impossibles. Là. C'est ça qui est le Mhm. fun. C'est pas complaisant. Là. C'est pas genre ah mon Dieu, je souffre, c'est tellement difficile. Elio, il est fort là-dedans. Là. Mhm. Il garde la tête super haute. Puis il est absolument pas victime de quoi que ce soit. Puis Ouais. tous les deux, ils sont pas non plus dans un rapport si hiérarchique que ça. Tu sais. Mhm. Le personnage de Armie Hammer, il n'y a pas de pouvoir là, sur Elio tant que ça. Là. Mhm. Si Ouais, ce n'est. c'est pas une relation toxique qui Moi, je est. trouve pas. Mhm. Fait que c'est ça qui est chouette aussi, tu sais. Ouais, C'est ouais, ouais. vraiment juste beau et simple, encore une fois. Ben, toxique. Certaines personnes pourraient la trouver toxique à plusieurs égards, mais moi, c'est pas mon premier réflexe de penser que c'est Mhm. toxique. Non. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est confrontant d'être
d'être séduit. Tu sais, quand tu réalises toi-même, en ce moment, je suis séduit par quelque chose, est-ce que c'est confrontant ou c'est quelque chose que tu acceptes, avec lequel tu vis bien? Ah, ben vu que moi, je suis un peu complaisante là-dedans, je l'accepte, je le vis bien. Parce que c'est de Mhm. là que vient, tu sais, les grandes émotions, on se les crée un peu, là. Tu Ouais. sais, les grandes montagnes russes amoureuses, on se les fait, là. Fait que, Mhm. tu sais, c'est comme si je me faisais mon petit manège moi-même, puis je suis dedans, puis je trouve ça donc bien le fun. Mais j'ai peur, mais c'est pas le fun, mais je crie, mais à la fin, oh, tabarouette qu'on a vécu de quoi, hein? Puis tu pars Tu sais? toujours dans. Ben, pas juste, là, je dis tu, mais c'est l'ensemble des gens, mais tu sais, de partir dans toutes les idées de il va se passer ici, toute l'expectative là, de ça va arriver, ça va se faire demain. Est-ce que tu te fais ces scénarios-là? Mais oui, étant une grande anxieuse, c'est sûr que moi, je suis beaucoup dans le scénario. Mais là, je suis dans une relation qui est tout à fait saine, puis on n'est pas Ouais. du tout là-dedans. Puis ça, c'est un apprentissage, là. Tu sais, je suis comme à une période où je dois déconstruire plein de, plein de réflexes que j'ai eus toute ma vie sur le plan Mhm. relationnel. Fait que là, c'est comme un travail, pas de tout instant, mais tu sais, c'est un réel travail sur moi, là, Ouais. de me parler, là, dans le creux de l'oreille. Pour pas tomber dans ces affaires-là de scénario, de machin, de... Je dis pas que je réussis tous les jours, mais j'y travaille vraiment fort, mettons. Ouais, ouais. De Call Me By Your Name, as-tu une scène qui te revient en tête? On a parlé de la pêche tantôt, qui est la scène iconique du film, mais laquelle t'a marqué? Hmm. Eh, Seigneur, hein? C'est pas, on dirait... Ben, premièrement, ça donne le goût de s'acheter un aller simple pour Vers l'Italie, là, l'Italie? Ben oui. comme déjà. Mais Euh, comme 95% des films qui se passent en Italie, ça n'a pas d'allure. ces gens-là ont le plus beau coin de terre au monde. Qui pourrait se douter qu'une botte serait aussi alléchante? Hey, hey! Puis tout a l'air bon, tout a l'air Oui. frais. Donnez-moi du vin, donnez-moi des figues, donnez-moi des abricots, donnez-moi tout ça. Puis moi, j'aime particulièrement les scènes de déjeuner dans le film. OK. Comme, tu sais, chaque matin, la famille, ils font une petite mise au point, ils déjeunent tous ensemble. Puis c'est là où je trouve que Elio et le personnage de Armie Hammer, dont j'oublie le nom que tu m'as dit il n'y a pas si longtemps, Oliver. Oliver, merci, c'est là où on voit leur complicité. Parce que, tu sais, plus leur relation se tisse, puis Mhm. qu'elle devient de plus en plus forte, ils la vivent toujours en secret. Ouais. Mais le matin ou dans les moments de repas, on sent qu'il y a quelque chose entre les deux, Mhm. mais c'est de voir comment chacun de leur côté, ils arrivent à cacher ça Ouais, ouais, ouais. dans le jeu qu'ils ont, de faire semblant qu'ils sont proches, mais pas tant que ça. Puis là, tu sais, ça spinne un peu, puis ça se lance des cracks. Moi, j'aime vraiment ces scènes-là. Ouais. Puis ça construit une tension qui est encore plus forte à chaque fois, Ouais. là. Tu peux pas être dans ce genre de jeu-là de regard sans que ça attise quelque chose. C'est formidable. Ouais, 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 ouais. C'est tellement le fun à vivre ces moments-là, pour vrai. Ça n'a pas d'allure. C'est ça qu'on veut. Comme on vit l'amour pour ces situations-là où on est capable de transmettre quelque chose juste en regardant la personne, tu sais. Mhm. Puis c'est un jeu aussi de vivre quelque chose de secret. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais pour toutes ces personnes qui sont dans des relations d'interdit, Ouais, ouais, ouais. d'adultère ou autre, là, tu sais, où il y a l'interdit au centre de ça, ben, il y a quelque chose de vraiment trilant, là. Ouais, De faut pas que les gens le sachent, mais nous, on le sait, tu sais. Ça, ouais. effectivement. Ton troisième film québécois, Laurence Anyways, 2012, de Xavier Dolan, qui met en vedette l'acteur français Melville Poupeau et et Nathalie Baye, les acteurs québécois Suzanne Clément, Monia Chokri et Yves Jacques. Qu'est-ce que c'est que ce Laurence Anyways? Hey, c'est tout. C'est tellement tout, ce film-là. Puis d'ailleurs, là, tu vas me permettre, parce que tu sais, je suis une grande cinéphile, puis j'ai plein de connaissances, mais Melville Poupeau, là, il est belge. Désolé, désolé. Je rectifie le tir. Avec l'acteur belge Melville Poupeau. Ben, c'est parce que moi, on m'a chicané, hein, tu sais, fait Ah oui? que, ben, on m'a chicané gentiment, parce que, en tout cas, bref. Mais oui, Non, non, mais non, non, un Belge, c'est pas un je veux Français, puis savoir. un Français, c'est pas un Belge. Puis moi, Mais dans quel contexte on t'a ben, dans chicané le comme ça? contexte de ma vie privée, là, tu sais, moi, mon tendre, c'est un Belge, puis OK. on dit pas un Belge qui est français, là. C'est vrai, c'est vrai.
parce que c'est ça qui est ça. C'est pas un français. Puis là, je parlais de Laurence tout à fait. Anyways, puis tu sais, évidemment, vu que c'est un de mes films préférés, sinon mon film préféré, ben, il a fallu que je fasse entrer mon tendre dans la secte de Laurence Anyways. Fait que j'y ai fait écouter, puis je dis, tu sais, Melville, le français, il dit, wow, t'as une minute, toi. Hé, il est belge. OK. Fait que là, tu vois, je transmets l'information. Ben, Laurence Anyways, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Puis, je trouvais que c'était un choix tellement convenu, tu sais, de jeune millénarienne, jeune femme de ma génération, bref, là, d'aimer Xavier Dolan autant, mais je peux pas faire autrement que d'aimer Xavier Dolan. Tous ses films, je les ai aimés, sauf The Life and Death of Oui. John Ben, F. Donovan. Là. même lui, il l'aime pas. Ben, Donc. c'est ça. Fait qu'il sera pas choqué que je dise ça. Puis, Laurence Anyways, encore là, on est dans une grande histoire d'amour, là. Avec autour de ça des quêtes identitaires, d'identité de genre, d'identité d'orientation sexuelle, tout ça. Mais moi, c'est au-delà de ça. Là. C'est dans les répliques. Okay. Tout récemment, je pense que c'est Hélène Faradji qui avait fait un article à Radio-Can qui faisait ressortir les grandes citations de, si pas de plusieurs films ou de l'œuvre de Xavier Dolan, sinon de genre vraiment Laurence Anyways, là. Et c'est savoureux, là. Puis moi, vu que j'ai une mémoire de crotte quand vient le temps de se rappeler de citations par cœur, je suis pas capable d'en citer, là. Mais si j'écoute le film, je me surprends à dire les répliques avant qu'il arrive. Je suis dans le film, Guilla. J'en fais partie, moi aussi. C'est beau, les couleurs, c'est anachronique. On le sait qu'on est dans les années 80, mais on le sait comme pas trop. Est-ce que, au niveau des costumes, c'est ride-on années 80 où on est un peu off, puis j'aime ça qu'on soit un peu off. Les choix musicaux, j'aime tout, mais j'aime surtout Suzanne Clément. Mon Dieu, je l'aime. Qu'est-ce qu'elle a dans... C'est quoi son personnage dans Laurence Anyways? C'est une femme qui est face à un grand dilemme parce que son amoureux lui annonce que il veut devenir une femme. Et pas qu'il veut devenir une femme, qu'il est une femme. Qu'il est une femme, ouais. Fait qu'elle le vit tout d'abord, puis je pense que c'est vraiment normal, là, comme une trahison. Parce que là, ils ont construit une relation hyper forte ensemble. C'est un couple super solide, soudé à mort. Puis du jour au lendemain, tu apprends que ton ou ta partenaire, ben c'est plus la personne que tu pensais. Pas dans le sens où c'est quelqu'un d'autre, c'était un mensonge, mais c'est ça le premier réflexe qu'elle a. Elle se dit, fait que toi Laurence, tu es en train de me dire que toute notre vie, c'est basé sur un mensonge, là, notre vie amoureuse. Là. Parce que toi, moi, je pensais que tu étais un homme, mais tu es une femme, au fond. Fait que c'est quoi, tu sais, moi, je suis lesbienne, ou toi, tu es une femme lesbienne, ou tu es un homme homosexuel, ou, tu sais, elle est mêlée, là. Mêlée. Fait que son monde s'effondre, puis c'est de voir, es-tu capable de la suivre là-dedans? Est-ce que elle, Frédéric, est capable de suivre Laurence dans son changement d'identité de genre? Puis si oui, ça va lui demander quoi de faire ça? Ça va lui demander quel sacrifice? Puis c'est un film qui est hyper long, là. Je pense qu'il dure comme 2 heures et demie, quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça, Xavier, il s'est gâté, tu sais. Fait que c'est non pas sans quelques longueurs, mettons, mais moi, j'aime chaque minute de ce film-là parce que elle va essayer, elle va trouver ça tough, elle a ses propres dilemmes, elle vit son propre combat intérieur. Puis c'est fou parce que pour la première fois, après la comme 15e écoute, c'est la première fois que j'ai une lecture différente de ça. Qu'est-ce qui a changé? Ben, on m'a fait constater à quel point le personnage de Melville Poupeau, Laurence, est égoïste là-dedans. Parce que lui, ben elle, Laurence, arrive devant Frédéric, puis elle lui dit « Je suis une femme et je veux que tu restes ma blonde et je veux que tu m'accompagnes là-dedans. Et tout notre monde là, va tourner autour de ma transformation, de mon changement d'identité. Puis on est capable. » Puis, tu sais, puis
il pose tout le temps des questions de « Mais m'aimes-tu encore? Me trouves-tu encore attirante? Tout passe vraiment par lui, là, par Mhm. elle. Euh, Fait que de revoir le film avec cette lecture-là, je suis comme forcée de trouver que leur relation n'est pas aussi forte que je pensais. OK. Parce qu'elle n'est pas aussi saine que je pensais. Moi, je les pensais solides, je les pensais dans la mutualité, dans qu'ils étaient là l'un pour l'autre, mais au final, on est vraiment plus dans une relation toxique que je pensais, Mhm. de codépendance, puis d'abnégation, parce que le personnage de Suzanne Clément, Frédéric, doit faire beaucoup de sacrifices, là. Beaucoup Mhm. de dons de soi Ouais. au prix du bien-être de Laurence. Ouais, ouais. Mais ça prend aussi une certaine don de soi, puis de l'abnégation, mais beaucoup de résilience aussi de faire j'embarque dans cette aventure-là, puis. Et puis elle devient sa hype woman, là, tu sais, à la cheer, là, puis je m'en vais te porter à l'école le jour où tu vas t'habiller en femme pour la première fois, puis je vais t'encourager, puis je vais te suivre là-dedans, puis je vais t'acheter ta perruque, puis tu sais, je vais devenir militante auprès de toi, puis je vais te défendre en société, puis tu sais, elle prend vraiment le combat de Laurence sur ses épaules. Mhm. Puis je trouve qu'elle a vraiment peu de reconnaissance dans tout ça. De la part de De la part Laurence. de Laurence, ouais. Mais puis en même temps, c'est pour prendre la défense de Laurence, qui est un personnage fictif qui n'existe pas. Mais c'est quand même un personnage qui doit traverser par une aventure psychologique tellement intense dans laquelle comment tu fais place à l'autre quand toi-même tu dois faire place à quelqu'un d'autre que tu Mm. connais pas Mm. encore, mais tu sais que tu as envie d'être, mon Dieu. Il y a des layers Eh ouais, c'est méta, d'humains qui mais habitent en toi, là. c'est fou, là. Non, c'est sûr que ça doit faire tellement mal Ouais. euh, de pas avoir l'impression d'être la bonne personne. Puis euh, j'imagine aussi, puis là, je parle vraiment à travers mon cul parce que j'ai jamais vécu de dépression, mais pour les gens qui vivent une dépression majeure ou pas, quand tu n'as pas l'impression d'être toi-même, là, tu sais, quand tu es vraiment à côté de tes pompes, là, puis que tu Mhm. sors un peu de toi-même, ça doit être vraiment aliénant. Ouais. De ne pas être comme raccord avec ta personne. Mhm. Ouais. Fait que c'est sûr que ça doit te rendre moins disponible à l'autre, hein? Ben oui, il y a ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de ça. Puis, je sais pas si tu sais, je connais quelques personnes trans dans ma vie. Puis, il y en a que j'ai rencontrées que, en tant que personne trans. Et ce qui est confrontant, c'est quand tu connais quelqu'un longtemps qui t'annonce un jour, je suis pas la personne que je croyais moi-même être à un certain moment ou que je vous ai fait croire que j'étais ou que vous avez cru que j'étais. Maintenant, mon nom, c'est telle personne. Maintenant, je m'identifie de telle façon. Puis il y a une grosse déconstruction que tu dois faire dans ta tête. Puis Hmm. c'est un processus qui est long pour l'entourage. Puis c'est ce qu'on voit aussi dans Laurence Anyways. Oui, puis il faut être patient avec les gens parce que tu vois, même moi, là, j'ai dit il au lieu de elle plusieurs fois là, dans les Oui. dernières minutes. C'est comme il faut être un peu indulgent envers soi-même puis les autres parce que malheureusement, euh, on vit encore dans une société genrée. Puis Mhm. autant qu'on veuille casser le plus qu'on veuille casser ce moule des genres-là, qu'il y a plein d'initiatives, qu'il y a plein de gens qui tentent de le faire, on est encore dans une société très genrée. Fait Ouais. qu'on doit aussi se battre contre nos propres constructions sociales par rapport à ça. Ouais. Je suis curieux de savoir, toi, tu t'identifies comment, puis c'est quoi le genre pour toi? Hmm. Je trouve toujours ça difficile parce que moi, c'est sûr que je m'identifie au genre féminin. Euh, mais je me revendique d'une identité fluide. Comme moi, je joue beaucoup sur l'androgynie, tu sais, j'ai les Mhm. cheveux courts, j'aime ça m'habiller de façon éclectique, puis de varier un peu Ouais. ma présentation vestimentaire, mais je m'identifie quand même au genre féminin.
Cela dit, j'ai aucune difficulté à penser que quelqu'un puisse s'identifier au genre masculin, au genre féminin, à aucun des deux, ou aux deux, ou à quelque chose qui est entre les deux. Ouais. Fait que pour moi, c'est pas une révolution, tant que ça. Ouais. Mais c'est important qu'on laisse la place aux gens de s'identifier comme ils veulent. Puis j'essaie d'avoir le plus de sensibilité que je peux avoir dans mon travail, de ne pas dire salut madame, salut monsieur, de parler de personne, de laisser aux gens le temps de me laisser savoir, eux, à quel genre ils s'identifient, de ne pas imposer un genre aux gens. Fait que, juste d'avoir cette sensibilité-là, puis j'essaie de convaincre les gens autour de moi de toutes les façons possibles, de développer cette sensibilité-là. Puis c'est sûr que, je pourrais dire que je m'identifie à aucun des deux, mais pour moi, il y a dans la lutte féministe tellement de choses qui résonnent que ce serait difficile pour moi de... Je pense que je serais malhonnête de dire que je profite pas quelque part du fait d'être une jeune femme. Mm-hmm. Dans tout ce que ça implique de non-privilège. Ouais. Comme... Pour moi, c'est un outil d'être une jeune femme parce que ça me permet de m'asseoir sur le fait que je suis une jeune femme qui essaie de faire sa place dans un monde qui est parfois sexiste. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y a quelque chose d'utilitariste pour moi aussi. OK. De m'identifier comme femme. Intéressant. Ouais. Très intéressant. Tes 3 films ne se ressemblent pas, mais ont un lien qui se lie à qui tu es. Ce sont des films qui parlent non pas de la liberté, mais de décider de vivre sa vie comme bon on l'entend. Puis je vrai, hein? trouve que tu as ça en toi. Tu sais, on vit quand même dans un monde où si tu écris des chroniques à Radio-Canada, si t'es chroniqueuse, t'es animatrice, mais ça vaut pour tout le monde qui ont ce genre de job-là, de faire, moi je m'en vais cet été planter des choux, puis faire un cours en soins infirmiers. Il y a toujours la question qui vient de, mais là, est-ce que c'est parce que tu abandonnes tout le reste, puis Tout le temps. puis toi, tu fais, non, c'est que j'en ai envie. Mm-hmm. Je trouve ça je trouve pas le bon terme, mais tu sais, c'est pas audacieux, là, puis ça devrait pas être vu comme étant audacieux, mais c'est ça, tu fais des choses comme tu as envie de les faire. Je trouve ça admirable. Ben là, parce qu'on écoute, s'empêche souvent. Ouais. Oui. Puis, tu sais, moi, dans le temps, j'étais à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je travaillais à Radio-Canada là-bas. Puis, j'ai tout sacré là pour aller travailler dans une microbrasserie en Gaspésie. Oui. Après, je m'en suis venue à Montréal. L'été passé, j'ai planté des choux. Là, j'essaie de devenir infirmière. Puis, je veux continuer ma carrière dans le monde des médias parce que j'adore ça. Mm-hmm. Mais on a tendance aussi à beaucoup se définir avec un titre. Moi, je me suis longtemps cachée derrière le titre de journaliste parce que je trouvais ça, je sais pas, prestigieux ou oui, ça me rassurait d'être journaliste. Fait que là, j'essaie de me mettre le plus possible dans des situations où je suis rien, en fait. Je suis toute puis rien. Fait que oui, je suis chroniqueuse, je suis recherchiste, je suis une étudiante infirmière qui a le pouce vert, qui est curieuse de tout, en fait. Puis j'aime l'idée que je vais être plurielle parce que puis que je ne serai pas définie par une seule affaire. Mais je ne fais pas non plus l'apologie de se brûler, là. Il y a des gens qui trouvent pas le moyen de faire entrer tout ça dans leur emploi du temps, puis c'est bien correct, là. Moi, ça donne le tournis à bien du monde, la gestion de mon emploi du temps. Tu peux être quelqu'un qui est dur à suivre, oui. Tu sais, puis c'est correct. Puis je comprends que ça le soit. Moi-même, je le disais à la blague en début, moi-même, je me trouve dur à suivre. Mais moi, j'ai commencé un peu le piano, j'ai commencé un peu la guitare. Je veux être capable de tout faire ça. Puis je veux écrire aussi. Fait que c'est ça, je veux tout faire, maudit. Puis honnêtement, là, un jour, si je pouvais jouer dans un film, je le ferais. Colin Debin. Je serais le premier en file pour voir ce film-là. Ben, j'aimerais ça jouer dans un film de Xavier Dolan. OK? J'envoie ça dans l'univers. Bon. T'as des airs d'Anne Dorval, tu pourrais être sa fille. Hey, mais tout le monde me dit ça. Puis
Ben, tout le monde me dit ça. Entendons-nous, là. Des personnes m'ont dit ça, puis je trouve ça tellement flatteur parce que je l'aime tellement. Mais oui, ça l'est. Oh, Prends-le, take oh. it, Hey, take je it. l'aime assez, là. Puis c'est vrai que quand je pète une coche, je peux être moyennement théâtrale. Ben, si on pouvait mettre ça à profit dans un film, pourquoi pas? Ben oui. Écoute, je t'écris ça. Je t'écris ça, puis on l'envoie à Xav. Hey, pour vrai, hein? Ben, c'est Parce qu'on sûr le qu'il connaît ferait pas comme... personne, mais Ben non, je mais me c'est permets de ça. l'appeler Xav. Il est quand même professeur d'identité artistique à l'académie. Pas n'importe quelle Eh, académie, à la Star Academy. tu sais, ben, on sait jamais, là. En tout cas, ça me fait penser. OK, on n'a pas le temps pour ça, mais je Vas-y, veux juste vas-y, on dire, se lance. C'est un ma mère podcast. qui pense que tout est possible et que sa fille a droit au meilleur et à tout, a toujours Mhm. voulu que je sorte avec Louis-José Hood. Puis elle continue d'être persuadée, là. Chaque fois qu'elle le voit en entrevue quelque part, elle m'écrit. C'est systématique. Je vous verrais tellement ensemble. Non, non, mais je vous verrais. Il t'adorerait, là. Ça te tenterait pas d'y écrire un petit courriel, y envoyer une petite lettre, un pigeon voyageur. Puis là, quand j'étais jeune, là, elle m'a forcé, puis je l'ai faite. Je l'ai faite, j'y ai écrit. Puis sais-tu qu'est-ce qui est Wow. arrivé? Ben, c'est ce qui devait arriver arriva. Ben, c'est son relationniste qui m'a répondu. Mais oui, c'est sûr. Parce que c'est pas Louis-José qui lit ses courriels, certains, là. Non, 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 ils sont relatifs, mais ils sont sûrement deux, trois à faire ça. Il doit recevoir une borge puis une barge, là. Tu sais, il y a des scribes là, qui travaillent pour lui, ce gars-là. Là. C'est pas mêlant, là. Tu sais? Des scribes. Fait que j'ai eu une réponse corpo, là, du genre Il est meilleure allé chance chercher la les prochaine derniers. fois, là. Ah, Il est allé chercher les derniers moines copistes de l'abbaye de je sais pas quoi. Entre aïe, deux aïe. chocolats puis du fromage, ils répondent pour Louis-José Hood. C'est ça qu'ils Ah, font. puis, tu sais, un peu plus, là, c'était un message automatique, là, une réponse automatique, genre, nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre projet, là. Hey, Mais c'était ça disait quoi, cette lettre-là? Je te verrai fin. avec moi? Oh, ça devait être genre candide slash je te montre que j'ai de l'humour et que j'ai une intelligence aiguisée, mais pas trop, mais je suis jeune, mais c'est pas grave, mais on serait dans le fun, puis prenons une chance, soyons fous. Ah, ça devait être dégueulasse, là. En tout cas, quelque part, je suis contente qu'il l'ait jamais lu, mais tu sais, un jour, là, si je me retrouve à la barre d'une émission puis que je l'ai face à moi, là, Ben oui. hey, m'a d'être gênée. Mais tout est possible. Sur ces grands espoirs, on va faire une pause. Au retour, on va encore parler de charme et de séduction, mais d'une manière qui t'a pas fait fondre pour les beaux yeux de Joseph Gordon-Levitt avec Don John. Et on va tomber dans ce gros baril de miel dégoulinant de chicanes familiales et de bons sentiments avec le premier jour du reste de ta vie. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en genre de film avec mon invité Émilie Pelletier-Grenier, avec qui, en première partie, on a jasé des films Beautiful, Call Me By Your Name et Laurence Anyways. Et maintenant, on va parler d'un film que t'aimes pas, qui est Don John, un film de 2013, réalisé par Joseph Gordon-Levitt, qui met justement en vedette, réalisé, écrit et qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Tony Danza et Brie Larson. C'est quoi ce film-là, Don John? De la merde. J'ai déjà tué pour moins que ça. Non, non, hey, écoute. OK, Don John, là, ça raconte l'histoire, en gros, d'un jeune homme qui tente d'avoir une vie amoureuse satisfaisante, mais qui est confronté à sa dépendance à la pornographie.
En gros, c'est ça. Ouais. Puis, Ce qui est un sujet intéressant, ce qui est une bonne qui est un prémisse. sujet qui me fascine, puis c'est drôle parce que moi, je me pose énormément de questions depuis longtemps sur la pornographie. C'est une discussion que j'ai constamment avec des gens avec qui je suis en relation ou avec des amis Mhm. ou avec qui veut bien avoir cette discussion-là. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on ne fait pas assez d'éducation là-dessus. Puis moi, c'est une réflexion qui est presque obsessive chez moi. OK. Puis quand j'ai reçu ce film-là pour la première fois, on était quoi, en 2013, je pense que c'est sorti? Ouais, 2013. 2013, puis quand j'ai vu que c'est un film de 2013, dans ma tête, c'était genre, non, c'est 2007-2008, mais Ouais. Ben, parce qu'il est un peu anachronique, là, puis ouais, on se transporte dans un passé plus ou moins récent, même dans le film comme tel. Euh, mais c'est le traitement de la pornographie dans le film qui m'a énormément choquée, puis la complaisance du personnage. Le personnage, là, a aucune capacité d'introspection, mhm. aucune intelligence émotionnelle. Il est abruti et abrutissant. Il est victime de sa dépendance à la pornographie, mais ne se pose aucune question. Et là, malgré lui, il tombe amoureux de la belle Scarlett Johansson. Bien Mais sûr. que va-t-il faire? Il est incapable d'avoir une relation sexuelle avec un être humain parce que tout ce qu'il fait, c'est faire de la crossette sur YouPorn à longueur Mhm. de journée. Mais on se pose pas trop de questions. Puis, il y a pas de militantisme là-dedans. Il y a pas de discours de dénonciation de quoi que ce soit. C'est vraiment juste, ah, je vous présente mon bon vieux dude qui a de la misère à pas se crosser, qui se pose pas de questions, puis qui finalement, ben, coudonc, pas capable d'être amoureux, ce gars-là. Mhm. Puis c'est ça. Fin. Je, je veux savoir, c'est quoi les questions que tu poses aux gens par rapport à la pornographie? Euh, Moi, je me questionne sur, ben, déjà, laquelle il ou elle consomme, Mhm. gratuite ou pas. Et si gratuite, laquelle? T'sais, les plateformes traditionnelles, genre YouPorn, Pornhub, machin, Mhm. ou des plateformes gratuites un peu plus alternatives, parce que là, on en voit émerger de plus en Ouais. plus. C'est souvent de la pornographie faite par et pour les femmes, mais qu'on espère que tout le monde va aimer. Euh, mais moi, personnellement, je fais partie des gens qui payent chaque mois pour un abonnement. Ah ouais, OK. Moi, ça me coûte 14 puis je suis abonnée à un site qui s'appelle Ex-Confessions de la réalisatrice Erika Lust, Mhm. qui est une Européenne, puis qui garantit que sur sa plateforme, elle présente de la pornographie éthique. Donc, OK. on a des acteurs qui sont consentants, bien payés, qui travaillent dans des conditions intéressantes pour eux, dans le respect. Il y a une diversité des corps, Mhm. diversité des identités de genre, diversité des orientations sexuelles. Il y a toujours une trame narrative. OK. Il y a toujours un souci esthétique de réalisation Ouais. pour chacun des courts-métrages qu'elle fait ou des longs-métrages. Puis c'est vraiment un agrégateur de contenu, là. Après, pour le reste, ça fonctionne comme n'importe quelle plateforme. C'est en catégorie, mais c'est des petits films. Donc, c'est des courts-métrages pornographiques. Mhm. Euh, Puis dans chacun d'entre eux, il y a une histoire. OK. Fait qu'après, tu magasines ta porno comme sur n'importe quel site, mais tu as la garantie qu'ils sont bien payés puis qu'ils travaillent dans des conditions intéressantes et qu'en plus, on perpétue pas tout, tous les problèmes, justement, relativement au fait que dans la porno mainstream, c'est axé sur le plaisir de l'homme, qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là-dedans bien malgré elles. Euh, Fait que, ouais, ben, c'est une conversation que moi, j'aime avoir. Fait que, où tu consommes, qu'est-ce que tu consommes, payes-tu, puis c'est quoi ton rapport à ça, tu sais. Hmm. Puis ça peut être vraiment confrontant Ben dans une oui. nouvelle relation parce que c'est, moi, de ce qu'on me dit, puis du input que j'ai au fil des années, c'est que c'est pas vraiment une conversation que les gens ont souvent. Ben rarement parce qu'il y a un énorme tabou, puis ben, personne veut tout le monde en consomme, personne ne veut en parler. C'est ça qui est C'est fou. ça. Mais ça nous affecte dans tout. Ça affecte les gens dans leur capacité à avoir une relation sexuelle complète avec une autre personne, dans la fréquence, dans leur libido, dans le fait qu'ils vont expérimenter de l'anorgasmie, de l'anxiété de performance, de la dysmorphie, un stress de... Puis anxiété de performance, là, mais
performance à tout niveau. C'est-à-dire, est-ce que je crie assez fort? Est-ce que je fais assez de simagrée? Est-ce que je fais assez de cirque du soleil, tabarouette? Comme, c'est impossible de reproduire ce qu'on voit dans la pornographie, mais comme tu dis, on en consomme tous. Ouais. Fait qu'il faudrait qu'on ait une discussion saine et franche et honnête à un moment donné par rapport à ça. Oui. Que ça a un impact sur nos vies sexuelles. Parce que le premier réflexe d'en parler, tout le monde fait comme hi hi hi, c'est funny, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Mais non, c'est des gros sujets. Bon, on diverge un peu du film Dungeon, mais bon, tu l'as pas aimé, fait qu'on n'est pas obligé de rentrer très dans le sujet. Mais il y a tout le scandale qui entoure Pornhub et MindGeek. Qui a éclaté récemment. Je sais pas, t'as pas suivi ça du tout? Non, mais ça m'intéresse en tabarouette. C'est le New York Times qui ont sorti un article début janvier pour dire que Pornhub, qui est une des plus grosses plateformes de distribution de pornographie gratuite en ligne, il y avait des vidéos de revenge porn, donc des personnes qui ont fait des sextapes qui mettent ça contre la volonté, sans le consentement des personnes dans le film. Il y avait de la production du matériel de pornographie juvénile. Ah oui, absolument. Ouais. Et c'est ce qui parce que Pornhub, c'est le YouTube de la pornographie. Je l'entends souvent, ça. Ouais. C'est ça. Les gens peuvent y mettre ce qu'ils veulent. Puis tu n'as pas besoin de chercher bien loin pour tomber sur ce que tu veux et pour tomber sur des vidéos qui, justement, n'ont pas le consentement, que c'est des personnes qui ont été forcées de faire ça. Ça a éclaté, puis écoute, ça s'est rendu jusque c'est qui déjà le ministre de la Culture au Canada? C'est l'écologiste Stephen Guilbeault, qui est sur le dossier en ce moment. Du patrimoine, oui, c'est ça. Qui est sur le dossier de comment est-ce qu'on encadre ça. Il y a toutes les compagnies de cartes de crédit, Mastercard, Visa, American Express. C'est quoi leur responsabilité par rapport à ça? Oui, mais ils ont coupé leur lien avec Pornhub. Ah ouais? Ouais, en fait, on coupe les liens parce qu'il y a un service payant, les abonnés, ils ont absolument tout perdu. Mais ça reste que la pornographie, c'est tentaculaire. Fait que tu coupes Pornhub, il y a un autre site à côté qui fait la même chose et qui va juste récupérer tout ça. Donc oui, je trouve ça intéressant l'alternative que tu amènes. Mais c'est parce que moi, j'ai toujours l'impression que je parle à des convertis quand je m'intéresse à ça. Puis je pense que les gens qu'il va falloir convaincre, c'est les gens qui sont sensibles, mais qui continuent de consommer de la porno gratuite, mais qui tombent sur des trucs qui les dégoûtent, mais qui ont comme un réflexe un peu paresseux par rapport à cette consommation-là. T'sais. Elle est consciente, mais elle est paresseuse dans la mesure où on continue quand même d'encourager cette plateforme-là. Puis moi, je trouve que c'est intéressant de poser ces questions-là pour la sexualité à deux, mais pour la sexualité solitaire aussi. Tu sais, pour bien vivre sa sexualité. Puis en ce moment, sa sexualité avec soi-même. Puis en ce moment, je sens comme un espèce de... Il y a comme un mouvement là, qui se crée. Puis on parle beaucoup de masturbation ces temps-ci. En tout cas, moi, les gens que je suis, c'est peut-être moi aussi qui suit beaucoup de sexologues tout ça, puis qui s'intéresse à la question. Puis, mais on en parle. C'est ça, puis au moment où est-ce qu'on enregistre l'épisode, on est à 1 an de la pandémie. Il y a énormément de gens solitaires. Donc oui, c'est un sujet qui allait ressurgir à un moment donné. Mais oui, c'est important. C'est important d'en parler. C'est important d'enlever le tabou puis le stigmate autour de la masturbation, puis, puis de la se poser la pornographie. Question, est-ce que je suis capable, moi, de vivre ça seule ou est-ce que j'ai systématiquement besoin de porno? Puis si oui, laquelle je consomme, à quelle fréquence? Ouais. Puis ça veut pas dire que se poser la question, c'est de dire il y a un problème. C'est juste d'entamer avec soi-même cette réflexion-là. Puis de se demander est-ce que ça a une incidence sur ma façon d'avoir une relation sexuelle avec moi-même. Puis est-ce que moi, je peux me mettre au défi d'en consommer soit moins ou un jour sur 2 ou des choses différentes ou essayer d'en consommer ailleurs. Puis juste pas devenir paresseux par rapport à sa consommation de pornographie. Je pense que c'est important. Oui. Puis déjà, tu as ouvert la discussion en disant très fièrement, moi, je paye pour ce que je regarde, puis tu donnes la référence. Je trouve ça, c'est encore là, c'est à ton honneur de ne pas en faire un tabou, de ne pas en faire un problème. Oui, puis je le sais que je paye beaucoup. Fait que moi, mon rêve, c'est que on crée une plateforme au Québec qui serait l'équivalent, tu sais, puis qu'on développe une forme
de star system, là, tu sais, un peu d'écosystème de pornographie de chez nous, puis qui soit de qualité, puis qui garantissent que ces gens-là vont pouvoir travailler dans des conditions intéressantes, tu sais, puis qu'on peut faire de l'argent avec ça. Ouais. Parce que moi, c'est des euros, là, tu sais, fait que je paye l'équivalent de, 14 piastres, tu sais, c'est plus que Netflix, là. Mais, puis récemment, j'ai été confrontée aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des actrices ou des acteurs que je voyais sur ma plateforme qui évoluent aussi dans le réseau mainstream. Puis ça m'a confrontée. Je me suis dit, est-ce que moi aussi, là, je contribue indirectement? Ben non, c'est juste que ces gens-là ont le droit de gagner leur vie. Ouais. Puis peut-être qu'ils la gagnent pas exclusivement avec la plateforme que moi je consomme. Puis c'est bien correct de même, tu sais. Très intéressant. Très intéressant comme discussion. On va passer à ton dernier film, ton plaisir coupable, qui est Le premier jour du reste de ta vie, un film de Rémi Besançon qui met en vedette Jacques Gamblin, Zabou Bretman, Déborah François et Marc-André Grondin, Ouais. avec son plus grand accent français qu'il peut trouver. Puis il force, hein? Dieu sait qu'il force. Je t'avouerai, je n'ai jamais vu le film Le premier jour du reste de ta vie. Je n'ai vu que la pochette à l'époque où je travaillais dans les clubs vidéo, donc entre 2009 et 2012. Ouais. C'est un film qui sortait quand même souvent. Les gens le louaient beaucoup. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Dans ma tête, je me disais, bon, ben, c'est un film français comme il y en a mille autres. Et cet après-midi, en préparant l'émission, je suis allé regarder la bande-annonce. Et là, que ça a l'air d'être sirupeux. je veux juste dire, il y a un sketch de François Pérusse qui, dans le côté québécois de François Pérusse, où il dit, on a l'impression que les films français, c'est toujours des chicanes de famille autour de la table en mangeant, puis des gens qui parlent de baise. Ça, tabarouette. C'est un sketch du milieu des années 90, puis j'ai l'impression que le sketch a été transposé en film, parce que la bande-annonce, c'est des gens qui mangent en parlant de sexe. Puis en s'engueulant. Ouais. Ben, tu sais, on est très dans le cliché français aussi, là, que les Français, ça gueule tout le temps, ça se parle fort, mais c'est parce que, tu sais, eux, c'est genre la culture du débat, c'est important, parce que nous, les Québécois, on a tellement peur de se parler fort. Mais je pense que c'est dans la lignée de tout ce qu'on dit depuis le début, là. Tu sais, ce film-là, il m'intéresse parce que la trame, c'est une famille qui est un peu dysfonctionnelle, mais qui s'aime fort. Ouais. Avec des personnages forts. Puis Marc-André Grondin, que dire? Je sais pas pourquoi j'aime autant ce film-là parce que c'est vrai que ça marche pas, son accent français. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Puis on n'y arrive pas à y croire qu'il est français du tout. Et pourtant, pourquoi l'avoir choisi lui? T'sais? Mais il était sur une lancée, c'était après Crazy. Ouais. Il était encore dans sa jeune vingtaine, je pense, à ce moment-là. J'ai pas l'année devant moi du film. Je l'ai pas noté, malheureusement. Mais il avait gagné un César pour Révélation, Nouvel Espoir. Je me souviens plus trop le nom là, qui donne au César. Okay. Il avait gagné ce prix-là à cause de Crazy, si je me souviens bien. Et j'ai l'impression que le cinéma français voulait le mettre partout. C'était la nouvelle belle gueule qu'on va l'exploiter puis on va le mettre dans les meilleurs et les pires films qu'on est capable de faire en France. Hey, ça se peut. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que ce film-là est... faut pas le prendre pour plus que ce qu'il est, là. C'est vraiment l'histoire d'une famille qu'on suit au gré des saisons avec les aléas de la vie familiale, des enfants qui partent de la maison, les parents qui se retrouvent face à eux-mêmes, les enfants qui sont dans leur quête identitaire, qui sont confrontés à la relation qu'ils ont entre elle et eux, là, la fratrie. On est-tu proche, on est-tu pas proche? Puis si on est proche, pourquoi? Puis on est-tu honnête les uns face aux autres? Ouais. Fait que c'est beau, tu sais, puis la trame sonore est bonne aussi, là. Vraiment bonne. Et moi, je pense que j'aime beaucoup ce film-là pour la scène de Air Guitar, où on voit Marc-André Grondin, je pense qu'il joue du Lynyrd Skynyrd ou quelque chose, en tout cas, mais un gros solo de Air Guitar. Puis c'est sûr qu'il c'est un vrai guitariste dans la vie, là, mais c'est vraiment convaincant. On dirait qu'il he's slapping the guitar, comme ça y va. C'est une très bonne scène. Puis il n'y a rien de plus pour moi là-dedans. Ouais. C'est juste doux. À quel moment tu as vu ce film-là?
je devais être une jeune adulte, je pense. OK. Puis j'ai dû le voir avec ma mère, d'ailleurs. Puis j'ai vraiment aimé, au point où je l'ai re-regardé, mais ça, c'est pas un des films que j'ai beaucoup regardé, tu sais, genre 5 fois, parce que moi, j'ai une bonne capacité à réécouter des films, là, très souvent. Là. Fait que comme 5 fois, 5-6 fois, je l'ai vu peut-être, ce film-là. OK, quand même. Ouais. C'est-tu un film qui est devenu familial? C'est quelque chose que tu vas regarder avec ta mère ou c'est vraiment Mais sur toi que ça a fait un impact? ça a vraiment eu un impact sur moi, mais je me rappelle qu'on l'avait écouté ensemble pour la première fois, puis elle avait trouvé ça génial, elle aussi. OK. Mais tu sais, elle aime beaucoup Marc-André Grondin, fait que... Est-ce qu'elle te voit avec Marc-André Grondin un jour? Oui. Mais là, non. Là, ça suffit, là. C'est fini, là. Oh, ça suffit, là. Oh. Non, non, mais Marc-André m'intéresse pas vraiment, là. OK. M'intéresse comme artiste, là, mais... Non, Il est non. moins ton vibe. Hey! Non, je trouve qu'il va très bien avec Sarah-Jeanne Labrosse, puis Tout on à va fait. laisser ça de même. Hey! Tu l'as dit, c'est des situations familiales. Qu'est-ce qui te touche de voir des situations familiales à l'écran, surtout dans le premier jour du reste de ta vie? Moi, j'aime ça qu'ils se chicanent. OK. J'aime ça, la chicane. Moi, je suis une chicaneuse. Moi, je cherche le trouble. Puis, c'est ça. Il y a quelque chose de très cliché du français qui gueule, mais ils sont très frontaux dans leur façon de se chicaner. Puis, en même temps, ils n'ouvrent pas vraiment les grands dossiers. C'est comme tout le monde a des secrets. Puis, Oui. ils n'abordent pas vraiment les vraies affaires, mais ils se gueulent après. Ouais, il y a toujours il y a le tabou qu'on n'aborde jamais, donc on va s'engueuler sur tout le reste. Genre. Puis c'est très humoristique comme film. Fait qu'on est vraiment dans une comédie dramatique. Puis étant donné qu'elle est bien jouée, puis moi, je juge que c'est bien écrit aussi, on se laisse porter. C'est comme je disais, c'est doux, là. On se pose pas trop de questions, là. On n'est pas dans la grande analyse. C'est pas méta, là, cette affaire-là, là. Tu fais juste peser sur play, puis te laisser porter, puis tu as vécu un bon moment là, de cinéma. Puis tu as vécu des petites émotions, puis tu as rigolé, puis tu as versé quelques larmes, puis tu as été touché. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Émilie, ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission. Hey, C'est plaisir toujours le fun de partagé. jaser. Ça n'a pas d'allure. Ben oui, le jour où tu seras pas à Sept-Îles, Matane ou que sais-je, le jour où tu seras à Montréal, il faudra qu'on aille prendre une marche, mon Dieu, ça n'a pas de sens, c'est tellement le fun. Hey, on aura tellement de choses à se dire. Ben voilà. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent t'écouter, veulent apprendre à connaître qui est cette Émilie Pelletier-Grenier, on va où? Mon handle Instagram, c'est Émilie Chippy. Puis comme tu disais, je suis quand même une pas pire archiviste de mon quotidien. Fait que si vous voulez essayer de me suivre avec moi, je pense qu'Instagram, c'est là que ça se passe. Super. Et il y a toujours à Radio-Canada tes chroniques à l'émission jusqu'au bout. Tous les vendredis, en ondes dès 21h en direct, mais en rattrapage sur la plateforme de votre choix. Mais longue vie à ton podcast, hein, parce que c'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Émilie Pelletier-Grenier, on a jasé de film.